Honorable assistant, chers membres du jury, chers co-débatteurs, bonjour. Conformément à l'article 27 du Code des personnes et de la famille du 30 décembre 2011 au Mali, je m'appelle Seydou Balo, étudiant à la faculté d'Histoire et de Géographie, option Histoire-Archéologie. Je suis accompagné de mademoiselle Aminata Amadoun Landouré, étudiante à l'Institut supérieur et de commerce ISC Business School, et de M. Boubacar Sidiki Bablé Temeli, étudiant à l'Institut des hautes études en management IHM. Sans plus tarder, voici le thème. La littérature africaine a-t-elle sa raison d'être? Nous répondons absolument. D'ailleurs, quelle question? Mais néanmoins, permettez d'abord que je vous propose une élucidation lexicale et contextuelle afin de mieux l'aborder. Étymologiquement, le mot littérature dérive du latin literatura qui veut dire écriture. Mais quand on se met dans la peau des Senghoriens, c'est-à-dire le feu Léopold Sédar Senghor, la littérature devient un instrument efficace de libération, mais aussi une arme décisive contre l'abattardissement, la barbarie et l'anarchie culturelle. Mais j'irai plus loin. Avec l'œuvre collective, au sens de l'article L113-2 du Code de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire la Rousse de poche 2016, page 475, la littérature y est clairement définie comme suite. Ensemble des productions littéraires d'un pays, d'une époque, d'un genre. Enfin, le nerf de la guerre, raison d'être, qui signifie motif pour lequel une personne ou une chose existe. Maintenant que l'élucidation lexicale est faite, intéressons-nous à la contextualisation, car il ne peut y avoir de vent favorable pour celui qui ignore d'où il vient. Honorable assistant, chers membres du jury, faire l'historique de la littérature africaine, c'est remonter le temps. C'est revisiter son passé afin de faire ressortir ses caractéristiques et suivre son évolution de sa naissance jusqu'à nos jours. Ainsi, nous distinguons deux formes de littérature en Afrique, orale et écrite. La littérature orale, elle est la plus ancienne, la plus complète et la plus importante. Elle est traduite par le professeur Kamsie Alain de l'Université de Ouagadougou comme étant l'ensemble de tout ce qui a été dit de manière générale et qui touche la société dans tous ses aspects. Elle est composée des proverbes, des devinettes, des contes, des paroles incantatoires et j'en passe. Quant à la littérature écrite, elle a également existé dans certaines régions du continent. Mais en ce qui concerne celle d'expression étrangère, excepté l'arabe, cette dernière est récente et tributaire de la colonisation. Elle se décline en deux phases, pendant et après la colonisation. Pendant la colonisation, les auteurs africains feront le procès de la colonisation. Ils luttèrent contre les préjugés. Bref, leur combat était orienté vers l'émancipation de l'homme africain. Quant à la période post-coloniale, ces mêmes auteurs mettront en relief le désenchantement de leur peuple, et cela en se séparant des politiques avec qui ils avaient lutté pour entreprendre pour la conquête de l'indépendance, autant pour moi. Mais à partir de 1990, la littérature africaine prit une autre tournure, c'est-à-dire tout simplement l'engagement n'était plus une volonté. On pouvait parler de tout ce qu'on veut, contrairement à la période avant 1970 où écrire équivaudrait à prendre position, c'est-à-dire tout simplement vilipender toute domination sans exception. Honorable membre du jury, tout comme Winston Churchill, nous proclamons haut et fort notre inflexible volonté d'argumenter jusqu'au bout, jusqu'aux derniers arguments, jusqu'à la dernière minute de notre 25 minutes pour vous prouver cette raison d'être de la littérature africaine. Et c'est là, non seulement dans le passé, mais aussi dans le présent et dans le futur, avec beaucoup d'objectivité et de leadership, afin que l'assistance et même la délégation burkinabé rejoignent notre position tout bonnement, tout doucement et tranquillement. Je vous remercie. Honorables membres du jury, distingués invités, nous sommes à la recherche de la littérature africaine. Nous prenons le pas de la recherche d'abord de la littérature. Nous sommes conduits par un GPS qui nous fait rencontrer que littéraire est la source de la littérature. On va vers le littéraire et on nous fait savoir que pour comprendre, nous devons continuer à droite. Et là, on croisera les lettres. Nous arrivons aux lettres et on nous dit, continuez encore. La littérature se distingue dans l'alphabet. L'alphabet trouvé, nous estimons avoir compris ce que c'est que la littérature. Et là se pose la plus grosse question. Quelle littérature africaine? Est-ce la littérature en Afrique, la littérature de l'Afrique, ou
l'Afrique dans la littérature et l'Afrique de la littérature. Autant de questions. Mais avant, puisqu'on parle d'alphabet, de quel alphabet s'agit-il en Afrique? Jusque-là, le logiciel vient de planter parce qu'il n'y a pas de réponse. On attend encore et encore. Et ça finit par reprendre et on nous dit, continuez au nord. On va au nord et on trouve ce qu'ils ont appelé les hiéroglyphes. On te dit, ah oui, là il y a une littérature africaine. Mais automatiquement la question, est-ce un alphabet? À bien y réfléchir, non. Finalement, qu'est-ce que la littérature africaine? C'est facile de pouvoir dire oui, parce que évidemment en panafricain, dire non à la littérature africaine, ça peut sembler dire non à l'Afrique. Mais seulement, est-ce que l'Afrique s'est posé elle-même cette question? Si elle n'a pas posé la question, on ne peut pas lui répondre. On ne peut pas lui dire non. Le nœud de la question n'est pas de savoir si fondamentalement la littérature africaine a sa raison d'exister, mais déjà pour savoir si la littérature a besoin d'être africaine. Lorsque l'on écrit ailleurs et qu'on parle de l'Afrique, lorsqu'on écrit en Afrique et qu'on parle d'ailleurs, je ne citerai pas les questions de nationalité, de localisation, de langue, de publication, d'expression, on finit par se demander, est-elle régionalisable? Peut-on parler de littérature africaine? Peut-on parler de ces formes que nous avons revendiquées comme étant la littérature africaine? Peut-on parler d'une littérature qui n'est qu'africaine? Autant de questions. Mais vous noterez, quand on se pose autant de questions, il faut revenir à la question de base. Est-ce qu'il faut même s'interroger sur la raison d'exister de la littérature africaine? Peut-être aurions-nous dû commencer par là. Et ça aurait été facile de dire oui ou non, parce qu'on dit oui, il faut s'interroger là-dessus, et très facilement on dit oui, ça existe, oui, ça a raison d'exister. Mais vous savez, bien évidemment, mesdames, messieurs, que la solution de la facilité, qui n'est pas étrangère à l'Afrique, l'a très souvent conduite sur de mauvais chemins, n'est-ce pas? Nous osons défendre la négative. La littérature africaine n'a pas sa raison d'exister. Parce que ni la définition de la littérature, ni la définition de la littérature africaine, ni les mouvements considérés comme étant les mouvements de la littérature africaine ne sont suffisamment typiquement africains pour pouvoir les dénier leur caractère universel, pour pouvoir les dénier tout autre caractère et considérer que là est la littérature africaine, là est la raison d'exister de la littérature africaine. J'aime bien qu'on cite William Churchill, qui peut-être serait africain selon vous, pour défendre la littérature africaine. Et je vais faire le même pas. On verra si ça va marcher. Mais je sais que non. Être ou ne pas être, telle est la question. Dans cette dynamique, c'est africain aussi. Hein. Mais devoir être ou ne pas devoir être, telle est la raison de ce qui doit être. Mais quelle est la raison de ce qui doit être lorsqu'on parle de la littérature africaine? Est-ce pour l'expression? Ok. Admettons que l'expression est authentiquement africaine, on serait hors sujet. Disons que la littérature africaine est tout authentique, je demanderais alors d'où est-ce qu'elle vient? De l'école africaine? Mais l'école africaine elle-même, dans sa forme actuelle, d'où vient-elle? De l'Afrique? J'attends qu'on me dise oui, parce que là, ce sera plus facile, plus intéressant, n'est-ce pas? Alors, mesdames, messieurs, ce que nous proposons aujourd'hui, c'est de dire tout simplement, la littérature africaine n'a pas besoin d'avoir une raison d'exister. La littérature est. Merci. Nous avons été maltraités, enchaînés, déportés, entassés les unes ou les uns sur les autres comme des sardines. Et c'est là par des gens qui étaient censés nous coloniser. Quel malheur! C'est suite à tous ces mots que quelques Africains se sont vus les porte-étendards de cette décolonisation, tout en se mettant à écrire des œuvres, comme le bout de bois de Dieu du Sénégalais Feu Ousmane Sembène, qui dénonce les mauvaises conditions de travail des indigènes à cette époque. Suivi du Camerounais Ferdinand Oyono, paix à son âme, qui s'engage dans la critique directe de l'occupation coloniale avec son chef-d'œuvre, Une vie de boy.
également suivi du Tunisien Albert Memmi, avec son essai intitulé « Le portrait du colonisé », précédé du portrait du colonisateur, qui vilipende la situation coloniale et encourage les États africains non encore indépendants à suivre l'exemple et la voie de la Tunisie et du Maroc indépendants. Enfin, mesdames et messieurs, nous avons le Burkinabé Feu Nazibouni, avec son roman « Crépuscule des temps anciens », qui vise à rattacher les Noirs à leur histoire, leurs traditions et leurs langues délaissées au profit de la colonisation. Honorable membre du jury, tous ces romans et essais aptes à traduire et à relever les phénomènes sociaux. Et c'est pour cela que Stendhal disait, je cite, « Le roman est un miroir promené le long de la grande route. Tantôt il reflète l'azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route. » Fin de citation. Et c'est pour cette nouvelle génération des années 1954 que ces romans deviendront le lieu d'une prise de conscience, un moyen de combat, un moyen de communication, un moyen qui met tout un peuple debout et qui donne surtout à réfléchir pour se libérer de la tutelle des Afriques, de ces colons, d'où l'indépendance des États africains. Alors, chers co-débatteurs, penser que la littérature africaine n'a pas sa raison d'être équivaut à condamner l'homme africain de vivre uniquement dans le présent sans se soucier de son passé. Et ça, oui, moi, Aminata Hamadoun Landouré, je ne l'admettrai jamais. Car, comme l'a dit mon capitaine Seydou Balio, il n'y a de vent favorable pour celui qui ignore d'où il vient. Et c'est grâce à cette littérature que nous avons su que le pays de nos co-débatteurs s'appelait la Haute-Volta. Oui, c'est grâce à cette littérature que nous avons su que l'Éthiopie fut un État qui n'a jamais été colonisé. Et oui, mesdames et messieurs, c'est grâce à cette littérature que mes coéquipiers et moi, sans oublier nos co-débatteurs, avons pu traiter ce thème tant crucial et vital pour l'Afrique tout entière. D'où la raison d'être de la littérature africaine et d'où la nécessité de la littérature africaine. Donc sur ce, mes chers co-débatteurs, je vous en prie, cessez de faire du bruit et informez-nous. Je vous remercie. Auguste Assemblée, je vous salue. La littérature africaine a servi à libérer le continent africain. Oui. La littérature africaine avait sa raison d'être. Oui. Mais cela ne signifie pas que la littérature africaine a sa raison d'être. Là est le nœud de la question. Auguste Assemblée, la raison d'être d'une chose se mesure à la valeur de l'intérêt qu'elle procure. Toute chose sans plus-value, ou dont la plus-value est moindre, si moindre qu'elle n'est pas vraiment voulue, ou en tout cas plus attendue, ne mérite pas mieux que d'avoir paru. Et nous devons de nous poser la question. Quels sont les arguments qui plaident en faveur de la littérature? Quels sont les apports que la littérature africaine nous procure qui ne nous soient pas déjà procurés de façon meilleure? Eh bien, la littérature serait un moyen de communication. Un moyen de communication par concession toutefois, lorsque nous tenons compte des moult moyens déjà en vigueur et qui assurent de façon efficace cette tâche. Nous parlons des technologies de l'information et de la communication. Nous remontons même au fondement de la communication et le contact humain, car communiquer, c'est communier. La littérature serait un moyen de connaissance de l'homme et du monde. Oui, si sa démarche était aussi scientifique que celle de la sociologie, de la psychiatrie ou des sciences naturelles. La littérature, outil esthétique et d'évasion. Mais quelle évasion maladroite! De lui croire une importance significative lorsque il est d'observation singulière que d'autres disciplines telles que le cinéma ou la musique assurent déjà de façon efficace ses fonctions. La littérature, outil critique et d'information. Eh bien, passons donc l'information à nos informateurs, ces journalistes et experts divers, et faisons-leur savoir que nous entendons nous détacher de leur service ô combien complet, au risque de faire voir à quel point nous aurions agi de façon déraisonnée. Enfin, la littérature est un moyen d'action. Dans ce cas, ses défenseurs l'appellent littérature engagée. Eh bien,
2. La solution abstraite à un problème et la solution concrète à un problème. Laquelle prime-t-elle sur l'autre? La solution concrète, sans conteste. Eh bien, mesdames et messieurs, l'abstraction de l'œuvre littéraire augure sa productivité douteuse. Nous sautons sur tout ce qui ressemble même de loin à une solution. Et puisqu'il convient de se débarrasser de tout ce qui est préoccupation superflue, la littérature ne doit plus être. Je vous remercie. Honorable membre du jury, auguste assemblée, il n'est pas aberrant ou archaïque d'associer des sentiments moraux à une communauté nationale, dans la mesure où le concept de responsabilité est analytiquement lié à celui d'identité et où il reflète par conséquent les différentes sphères d'identification d'un individu. Il ne s'agit donc pas, dans un premier temps, de réactiver des souvenirs de crimes passés, mais d'établir une tension interne où la littérature africaine sera à la fois un tableau de similitudes qui trace une continuité entre le passé et le présent en tant que mémoire collective, et un tableau de changement qui revient sur des événements oubliés, créant des ruptures entre aujourd'hui et hier. C'est dans cette logique que l'écrivain angolais Pepe Tela, dans son œuvre Ageraka Oda Utopia, littéralement une génération d'utopie, nous fait part de l'existence de deux Angolas, une urbaine et l'autre traditionnelle. Et la responsabilité de la littérature à stabiliser ce déséquilibre temporel qu'il qualifie de fossé. Honorable membre du jury, auguste assemblée, la difficulté n'est pas de voir ce que personne n'a jamais vu. La difficulté, c'est de penser comme personne n'a jamais pensé au sujet de quelque chose que tout le monde voit, disait Schopenhauer, un philosophe allemand. D'où la raison d'être de la littérature. La littérature africaine s'agit de parler de la vie des Africains, leurs faiblesses, forces, événements, troubles et pulsions. Honorable membre du jury, auguste assemblée, la littérature charrie de l'affect, tend à reconstruire un passé idéal ou diabolisé, peut compenser ou dilater le temps. L'objectivité de la littérature africaine dont il s'agit n'est pas strictement épistémologique. Elle contient aussi une dimension normative, dans la mesure où elle renvoie au principe de justice, accepté par les membres d'une communauté politique. Charmant auditoire, en réalité, je crains que le co-débatteur ne souffre de dissonance cognitive qui qualifie une incompatibilité entre le raisonnement et l'action. Car comme vous le constatez, ils font une critique littéraire qui aussi est de la littérature. De ce fait, l'unanimité sur la raison d'être de la littérature est effective. Charmant auditoire, écoutez cet auteur sud-africain, Ngugi wa Thiong'o. The pen is the mighty force that should be used to increase the anxieties of all oppressive regimes and to murder their crimes against the people and making them now they are being seen. Writing is more dangerous than killing face to politics. Traduction pour nos co-débatteurs qui n'ont probablement pas compris grand-chose. Le stylo est la plus grande force qui devrait être utilisée contre les dictatures afin d'accroître leur anxiété et leur faire savoir qu'ils sont vus. Face aux politiciens, la littérature est plus dangereuse que tu es. Honorables invités, auguste assemblée, la courtoisie est une valeur que je reconnais au Mali. Parce que là, notre capacité à comprendre l'anglais est mise en doute. Je vous remercie. Au commencement était la parole. Ah ça oui. Et en Afrique, on l'a toujours compris. Et à chaque fois que cela était nécessaire, on l'a utilisé. En Afrique, au lieu d'écrire, on a parlé. Et c'était plus raisonnant. On s'identifiait à ces paroles. Et pourquoi aujourd'hui? Parce que nous sommes si peu fiers de ce passé oral. Nous nous identifions à une réalité qui n'est pas nôtre, en enviant ceux-là qu'on appelle les Occidentaux. Parce que littérature, lettres, alphabet, ça vient d'eux, mais pas de nous. La parole, elle n'est pas écrite, mais elle est belle quand elle est écoutée. En Afrique, je l'admets, nous avons une valeur sûre. Parce que là,
lorsqu'on associe la littérature à l'oralité, pour dire littérature orale, je suis tentée de dire que c'est une aberration. Parce que là, on se confond dans ce qui est occidental et dans ce qui est africain. C'est ce qui a toujours été le mal de l'Afrique, vouloir s'identifier à quelque chose qui n'est pas nôtre. Et on l'a toujours très mal fait. Aujourd'hui, nous refusons de continuer sur ce chemin. C'est pour ça que nous disons que la littérature n'est pas associable à l'oralité africaine qui a une valeur sûre, inconditionnelle. Je suis Traoré, héritière d'un nom qui parcourt toute l'Afrique de l'Ouest. Et savez-vous comment j'ai pu connaître l'histoire de ce nom? Aussi présente au Mali, au Burkina, en Guinée qu'ailleurs. C'est à travers ceux-là qu'on appelle les dépositaires de la mémoire collective, les griots. Et c'est cela qui me rappelle les récits combien atypiques de Bazoumanaba Sissoko, de Samba Diabaté Samb du Sénégal, mais aussi de Badjé du Niger, le seul grand griot, historien, Zarma du Niger. Tous ceux-ci sont des gens en qui nous devrons avoir confiance pour nous identifier réellement. Et je vous prie, mesdames et messieurs, qu'on n'écrive pas notre histoire avec l'encre des autres. Je vous remercie. Sans être vexatoire, il est temps qu'on arrête de rentrer dans le débat par la porte de sortie. Franchement. Et ce qui m'étonne, il s'acharne sur une position non seulement intenable, mais aussi à l'appui des arguments récupérés à des journalistes qui cherchent des lecteurs. Honorable assistant, cher membre du jury, puisque Salimata Traoré parle de la littérature orale, allons dans ce sens. Honorable assistant, cher membre du jury, la littérature africaine, qu'elle soit écrite ou orale, a plus d'un titre sa raison d'être. Et quand je dis qu'elle a sa raison d'être, cher co-débatteur, c'est qu'elle a sa raison d'être. Et ce n'est pas votre compatriote Nazi Boni qui nous dira le contraire à la page 18 de son œuvre intitulée Crépuscule des temps anciens. Honorable assistant, cher membre du jury, pour comprendre et accepter l'utilité de la littérature africaine, décortiquons-la étape par étape. D'abord, la littérature orale. Comme je l'ai dit dans mon introduction, cette dernière est composée des proverbes, des contes, des épopées, des mythes, ainsi de suite. Les proverbes, ils donnent plus de poids à nos discours. En Afrique du Nord, ils sont l'esprit d'un seul et la sagesse de tous. Au Nigeria, les proverbes sont l'huile de palme qui fait passer nos mots avec les idées. Chez les Bambara du Mali, une parole sans proverbe est comme une sauce sans sel. Et à titre d'exemple, écoutons ce proverbe Bambara. Sodon, Yiridon, Yeredon, Nyoronte. C'est-à-dire tout simplement, la meilleure connaissance, honorable membre du jury, c'est celle de soi-même. Et Socrate le disait en ces termes, connais-toi toi-même, c'est la meilleure des connaissances. Au-delà des proverbes, nous avons ce qu'on appelle les épopées. Les épopées, elles retracent l'histoire des grands hommes et des grands empires qui ont marqué le continent africain. Des grands empires et des grands hommes qui ont marqué leur temps. Et là, je vais vous donner un exemple d'épopée recueillie et traduite par Liliane Kestelut. Non un Africain, mais une Belge, dans laquelle cette Belge, la chercheuse belge, autant pour moi, met en exergue les réalités, j'allais dire les rois et les événements qui ont marqué le 18e et le 19e siècle sur les territoires assujettis au royaume de Ségou. Au-delà des épopées, nous avons ce qu'on appelle, honorable membre du jury, les devinettes et les paroles incantatoires, qui également ont leur rôle. Les paroles incantatoires sont des paroles récitées dans le but de guérir les personnes victimes de la torsion, soit au poignet ou aux chevilles, ou à la cheville autant pour moi. En ce qui concerne les devinettes, elles invitent l'enfant à plus de réflexion. Elles permettent également de développer sa faculté morale et intellectuelle. Même scénario pour les contes, qui, outre leur côté divertissant et convivial, offrent des leçons de morale. Et enfin, je vous remercie. Je suis nègre et je me glorifie de ce nom.
je suis fier du sang noir qui coule dans mes veines. Fin de citation. Honorables distingués invités, c'est de William Edgar Bugat Dubois, dans son œuvre qui a été qualifiée comme l'avant-première même de la littérature négro-africaine, parue en 1903 aux États-Unis, c'est Âme noire. Batouala, nous sommes en 1921. Le Martiniquais René Maran lance véritablement dans cet ouvrage la littérature négro-africaine. Pourtant, le paradoxe s'y trouve. L'un est américain, l'autre est martiniquais. L'un en anglais, l'autre en français. L'un aux États-Unis, l'autre en France. Et leurs œuvres ont une place belle dans la littérature africaine. Mais dans ce cas, comment définit-on, comment identifie-t-on la littérature africaine? Peut-être par leurs auteurs. Dans ce cas, on devrait exclure le Martiniquais Aimé Césaire ou encore le Guyanais Léon Gontran Damas. Disons que c'est ce qui est dans les éditions africaines. Dans ce cas, on va exclure Monde Noir, Étudiant Noir, qui depuis 1931-1932, et plus tard encore l'Harmattan et toutes ces revues occidentales publient ces ouvrages qu'on qualifie d'être de la prétendue littérature africaine. Bon, disons donc que c'est ce qui est écrit en langue africaine. Dans ce cas, on exclut ce qui est en anglais, en français, en espagnol, en portugais, en arabe, etc. Le contenu se vide. Disons que c'est ce qui est écrit pour les Africains. Et je me rappelle subitement que la négritude revendiquait la qualité de nègre, mais ne s'adressait pas uniquement aux Africains, mais était une revendication vis-à-vis de celui qui était considéré comme l'oppresseur. Donc en fait, le premier destinataire n'était pas l'Africain. Bon, disons que c'est ce qui traite des questions typiquement africaines. Et là encore, comment est l'Afrique dans cette situation, dans ce contexte de mondialisation, de globalisation? Dites-moi, qu'est-ce qui est typiquement africain qui qualifie la littérature africaine? La littérature est, avons-nous dit. Il n'y a point besoin de contester la littérature. Par contre, son identité africaine pose problème. Ce qui est sûr, s'il n'y a aucun critère pour distinguer clairement ce qu'est la littérature africaine, c'est tout simplement parce que la littérature n'a pas une existence africaine. L'Afrique peut peut-être, ou même d'ailleurs, je vous le concède, une existence littéraire, ce qui vous a un peu renseigné, mais il y avait Wikipédia quand même. Mais finalement, la littérature est mondiale, universelle, unique. Je vous remercie. Honorables membres du jury, à titre d'éclaircissement, mon co-débatteur oublie que la littérature africaine est différente de la littérature négro-africaine. Donc, s'il vous plaît, cessez de pédaler à côté du vélo. Je poursuis mon intervention. Honorables membres du jury, il n'y a pas d'arme plus efficace que la littérature, car elle permet non seulement aux écrivains africains d'exprimer librement toutes leurs pensées, mais aussi elle constitue une source de clairvoyance pour la population. Et là, je fais référence à Feu Amadou Kourouma avec son roman Les Soleils des Indépendances. Dans cet ouvrage, mesdames et messieurs, il critique le régime autoritaire des chefs d'État africains et montre qu'il n'y a pas de différence entre ses dirigeants et les colons. Et d'où la mobilisation du peuple de cette époque pour réclamer la démocratie et le multipartisme. Suivi d'Axel Kabou, qui dénonce dans son essai intitulé « Et si l'Afrique refusait le développement, les tares de l'Afrique », tout comme fait Joseph Kizerbo dans son roman intitulé « À quand l'Afrique ». Honorables membres du jury, ces deux personnalités mettent en exergue les tares, les difficultés auxquelles le continent africain fait face, notamment la faiblesse de la démocratie, la permanence des guerres civiles, l'incapacité des dirigeants africains à prendre en charge le continent. Et ils ont également réussi à créer une prise de conscience chez nous, génération d'aujourd'hui, pour aller non seulement vers le changement de nos pays, mais de l'Afrique tout entière. Enfin, mesdames et messieurs, honorables membres du jury, nous avons l'égyptologue Feu Cheikh Anta Diop, avec son roman Nation nègre et culture, qui nous renseigne sur la peau des Égyptiens noirs, sur la peau des Égyptiens qui étaient des Noirs, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui. Honorables membres du jury, chers co-débatteurs, en plus de tous ces romans, nous avons aussi des théâtres, appelés au Mali théâtre de développement et au Burkina Faso, théâtre de forum ou d'intervention sociale,
qui sont des moyens utilisés pour sensibiliser, pour pérenniser l'unité nationale, la santé morale et l'éducation des masses. Et comme exemple de théâtre, nous avons le Malien Feu Sada Sissoko qui met en relief sa pièce de théâtre J'accuse, qui critique les parents d'être à la base de la délinquance juvénile. Honorable membre du jury, chère assistance, si cela vous paraît insuffisant, allons au Burkina Faso, chez nos co-débatteurs, avec le fou de Jean-Pierre Guingané et les voix du silence de Prosper Compaoré, qui dénoncent tous les deux des abus tels que la malgouvernance, l'injustice, pour ne citer que cela. Alors, chers co-débatteurs, malgré tous les avantages dont nous venons de vous faire part, je ne peux pas comprendre que nos co-débatteurs jeunes africains qu'ils sont peuvent continuer de défendre une telle position. Franchement, ça me désole venant de leur part. Je vous remercie. Auguste Assemblée, chers co-débatteurs, face à cette courtoisie persistante de nos frères maliens, je vais aussi leur rendre cette courtoisie-là en leur apportant une contribution afin de les édifier. Si nous sommes ici ce matin, si nous débattons, c'est parce qu'il n'y a pas de position intenable. C'est là toute l'essence du débat. Par ailleurs, l'universalité de la littérature africaine, tel est l'objet de mon propos. Le fait a déjà été établi que l'identification de cette littérature dite africaine est en elle-même problématique. Il a été observé que la littérature dite africaine n'est en réalité qu'un amalgame de plusieurs éléments aux sources diverses disséminées à travers le monde. Et face à cette universalité de sources, il découle de façon évidente et incontestable que la littérature est universelle, ce qui, de facto, anéantit toute tentative d'une quelconque régionalisation. Et, par ailleurs, régionalisation telle que vous voulez la prôner serait un facteur flagrant de repli identitaire. Repli identitaire qui ne serait que de nature à une automarginalisation de l'Afrique. Or, comme le disait l'illustre homme de lettres Aimé Césaire, je cite, « Aucun de nous n'est en marge de la culture universelle. Elle existe, elle est là, elle peut nous enrichir. » Au-delà de toutes ces considérations, l'humanité est notre trait commun à tous. Et ce qui nous rend humains, c'est la pensée. Considérant donc que la pensée est universelle, considérant aussi que la littérature n'est que le fruit de la pensée, alors il découle de façon logique que la littérature est universelle. Prétendre la régionaliser reviendrait à une corruption pure et simple de cette valeur que vous défendez vous-même si ardemment ici ce matin. Mesdames et messieurs, nous sommes identiques à tous les peuples de la terre. Fin de citation. Telle est l'illustration apportée par Samben Ousmane lors du Festival international du film de quartier tenu à Dakar entre les 15 et 20 décembre 2004. Cela dit donc, la littérature n'est qu'universelle. Et ces littéraires que vous dites africains l'ont avec insistance affirmé à plusieurs reprises. Prenez-en acte. Je vous remercie. Auguste Assemblée, Narer est un nègre, c'est le premier roi du monde. C'était un nègre, je le dis, et c'est lui qui a eu la première idée d'unification, l'unification de la Haute-Égypte et de la Basse-Égypte. Platon a étudié en Égypte et a amené cette nouvelle science en Grèce et il fut chassé. Les Occidentaux se sont abreuvés à la littérature africaine. La littérature, elle est africaine. Honorable membre du jury, Auguste Assemblée, je ne connais pas nos co-débatteurs, mais leur méconnaissance de l'Afrique, leur mépris vis-à-vis de la littérature africaine, leur position isolationniste et protectionniste, leurs revirements incessants sont très préoccupants. Nos camarades burkinabés comprennent vite, mais il faut leur expliquer longtemps. Donc je poursuis. S'il est légitime de faire l'éloge dans la sphère littéraire occidentale,
il est important de reconnaître que le concept de l'art pour l'art ne revêt vraiment pas de sens dans la littérature africaine, car dans le monde intellectuel africain, l'art est un espace d'engagement. À cet effet, Jean-Paul Sartre, écrivain et philosophe français du XXe siècle, représentant du courant existentialiste, dont l'œuvre et la personnalité ont marqué la vie politique et intellectuelle de la France de 1945 aux années 1968, auteur de la préface Orphée Noir, Richard Wright, écrivain et journaliste américain, le premier afro-américain à écrire un journal à succès titré Native Son, Aimé Césaire, homme politique martiniquais, écrivain, dramaturge, essayiste, fondateur du mouvement littéraire de la négritude, Richard Wright, je l'avais dit, Edward Said, Fidel Castro sont tous unanimes sur le fait que le milieu littéraire africain doit être mondialement reconnu à travers ces auteurs qu'ils qualifient d'eux autonomes, responsables et engagés. Autonomes dans leur façon de voir, de penser et d'agir, qui ont un sens élevé de la responsabilité, qui pensent sur toutes les formes de lutte contre les injustices sociales, politiques et économiques, qui se penchent sur la question de la langue, l'impérialisme occidental, la dictature, etc. Honorable membre du jury, je l'avais dit, nos co-débatteurs comprennent vite, mais il faut leur expliquer longtemps. Tout de suite, le représentant burkinabé, M. Thomas, que la paix soit avec vous, vient de dire qu'il faut soigner les mots par des mots. Il n'a pas précisé, mais cela vient de notre compatriote Thomas Sankara. Alors, il s'agit de soigner les mots de l'Afrique à travers la littérature. Et cette littérature est africaine. Je vous remercie. Auguste Assemblée, chers co-débatteurs, effectivement, il faut soigner nos mots par les mots, mais les plus pertinents et les plus poignants. Ce fut valable pour une époque où on soignait les mots par les mots de façon inactive. Aujourd'hui, il faut comprendre la chose autrement. Soigner les mots par les mots, mais de façon plus active. Parce que lasser des mots, lasser des livres qui tiédissent la volonté, je recherche au fond de ma fierté l'acte qui sauve et qui délivre. Ainsi disait le poète Émile Ferraren. La vérité est que l'Afrique aussi est lassée des mots et elle est lassée des livres. Parce que dans le contexte actuel de l'Afrique, les objectifs du développement durable, l'agenda 2063, sont des interpellations. Parce qu'en ces termes, nous avons une convergente vers ce que nous voulons pour nous-mêmes, les générations futures et ce qui est de l'avenir du continent tout entier. Comment est-ce que notre regard peut être penché exclusivement pour ce qui s'agit d'une passive participation au développement de l'Afrique à travers l'écriture, la lecture, dans une Afrique où la pauvreté fait bon ménage avec la misère, dans une Afrique où par an, plus de 120 000 femmes meurent en voulant donner la vie, dans une Afrique où l'éducation est le seul souci d'un tout petit enfant qui a eu la chance d'avoir la vie, dans une Afrique où, comme l'ont dit nos co-débatteurs, la faiblesse de la démocratie est une tare, la malgouvernance est une tare, l'injustice est une tare. Face à tout ceci, entre écrire ou agir, quelle est la solution que vous préférez? Parce que nous préférons plus l'action. Et en ces termes, face à la malgouvernance en Afrique, j'invoque l'action. Face à la faiblesse de nos institutions, j'invoque l'action. Face à la littérature qui se contente d'écrire ou de lire, j'invoque l'action. Car seule l'action pourra nous libérer de ce qui nous sévit comme mal. Et en ces termes, on pourra se rejoindre autour d'une même table pour dire qu'ensemble, nous avons servi l'Afrique. Cette Afrique-là que nous défendons tous, mais pas par sa littérature qui reste inêtre. Je vous remercie. Bien, mesdames, messieurs, résumons. Et pour ce, nous allons vous présenter l'incarnation même de la dite littérature africaine,
l'enfant noir. Il se retrouve au crépuscule des temps anciens. Soundiata et l'épopée mandingue sont passés. En attendant le retour des bêtes sauvages, l'enfant noir s'est perdu. En fait, ce qui l'attend, c'est l'étrange destin de Wangrin. Il ne le sait pas encore, mais désormais, les bouts de bois de Dieu sont plantés sur une terre somnambule. L'aventure ambiguë aura lieu dans une ville cruelle. C'est un piège sans fin. Les soleils des indépendances ne brillent plus. Même le vieux nègre n'aura pas sa médaille. Son seul souhait, c'est de rentrer chez lui et de rédiger le cahier d'un retour au pays natal, ou encore une si longue lettre. Il n'a plus même le moindre souvenir du regard du roi. Il prie avec beaucoup de foi, mais hélas, Allah n'est pas obligé. Même s'il fait la grève des battus. Ce que nos amis défendent ici, c'est l'enfant noir. Pour ce, il faut le reconnaître, ils ont utilisé de beaux mots, comme un nègre à Paris. En vérité, il me rappelle l'antériorité des civilisations nègres. Quand je les entends défendre ainsi la raison d'exister de la littérature africaine, une seule chose vient à répondre: le monde s'effondre. Le monde s'effondre sur la prétendue littérature africaine. Amadou Ampateba disait, je cite, « Certaines vérités ne nous paraissent invraisemblables que tout simplement parce que notre connaissance ne les a pas atteints. » Fin de citation. L'Afrique sait, l'Afrique parle. Pour autant, l'Afrique doit-elle s'inscrire dans les canaux classiques établis par les autres? Enfin, l'Afrique doit se lever. L'Afrique doit agir. Frantz Fanon, dans Les Damnés de la Terre, paru en 1961, disait, je cite, « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. » Fin de citation. Notre génération, la génération de Christian Tiendrebego, de Salimata Na Traoré, de Josias Ouedraogo, est celle de l'action et non celle de l'illusion et de la spéculation. Nous ne sommes plus à l'étape de l'abstrait, mais à la réalisation et à la concrétisation. Nous n'avons plus à revendiquer ce que nous sommes. L'Afrique n'a plus à revendiquer ce qu'elle est. L'Afrique doit prouver ce qu'elle est. Oye Solenka disait, je cite, « Le tigre ne proclame pas sa tigritude. Il bondit sur sa proie et il la dévore. » Fin de citation. C'est ce que l'Afrique doit faire. Je vais terminer en rappelant Jean de La Fontaine, parlant de la cigale et de la fourmi. Et allons à la fin. L'histoire n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud quand tous agissaient, demandera-t-elle à l'Afrique. L'Afrique, ou du moins cette Afrique, répondra, j'écrivais, je faisais de la littérature. Et l'histoire répondra avec ironie et sarcasme, et bien maintenant, lis. Mesdames, messieurs, l'Afrique est au temps de l'action. Alors, Afrique, lève-toi et agis. Merci. Belle poésie, je dois le reconnaître. Mais il se trouve malheureusement que nous sommes dans un débat. Et dans un débat, il ne faut pas seulement la volonté de séduire
mais plutôt de convaincre. Sinon, plus séducteur que moi dans cette salle, tu meurs et je peux vous le prouver. On dit l'universalité de la littérature. Dois-je rappeler le thème? La littérature africaine a-t-elle sa raison d'être? Et non la littérature, plutôt, et non l'universalité de la littérature africaine a-t-elle sa raison d'être? Honorable assistant, chers membres du jury, je dois les rappeler que nous sommes dans un débat et il faut vous défaire de vos canevas et regarder le public, essayer de les convaincre. Mademoiselle Traoré parlons tantôt de l'injustice, de la mauvaise gouvernance. Mais c'est ce que la littérature dénonce, l'injustice. Vous parlez d'action, mais les écrivains, ils ont agi. Leur agissement, c'est quoi? Le fait d'écrire. Ou bien quel sens vous donnez au verbe agir? Honorable assistant, chers membres du jury, nous pensons vous avoir démontré, non seulement avec constance, mais aussi avec beaucoup d'objectivité et de leadership, en quoi la littérature africaine a sa raison d'être. Et ne pensez pas à travers cette démonstration un africanisme exagéré de notre part, non, loin de là. Nous ne faisons que dire ce qu'il y a et non ce qui devrait être. Et ce qu'il y a, mesdames et messieurs, c'est que la littérature africaine a plus d'un titre sa raison d'être. Oui, elle a sa raison d'être, puisque c'est grâce à cette littérature que nous savons que l'Afrique, en plus d'être le berceau de l'humanité et le berceau de l'écriture, nous renseigne Théophile Obenga, disciple du premier égyptologue de l'Afrique noire, Cheikh Anta Diop, paix à son âme. Oui, elle a sa raison d'être, puisque c'est grâce à cette littérature que nous savons que l'Afrique, j'allais dire l'histoire des grands empires du continent africain. Oui, elle a sa raison d'être, puisque grâce à cette littérature, nous savons que l'Afrique est et demeure un continent d'histoire, de culture et de civilisation. Honorable assistant, chers membres du jury, nul ne peut faire comme si cette littérature n'a pas joué un grand rôle dans la prise de conscience des Africains. Nul ne peut faire comme si cette littérature n'a pas contribué à la revalorisation des cultures africaines. Nul ne peut faire comme si cette littérature ne constitue pas une source de clairvoyance pour nous, la jeune génération. Honorable assistant, chers membres du jury, si la littérature n'avait pas sa raison d'être, l'UNESCO n'aurait pas financé l'histoire générale de l'Afrique de tome 1 jusqu'à tome 8. Si réellement elle n'avait pas sa raison d'être, Joseph Kizerbo, écrivain burkinabé, aussi calé qu'il est, n'aurait pas opté pour la réécriture de l'histoire de l'Afrique. Et ils vont me demander où et quand Kizerbo opte pour la réécriture de l'histoire de l'Afrique. Eh bien, l'information se trouve à la page 22 de l'introduction générale de l'histoire générale de l'Afrique, tome 1, sous sa propre direction. Honorable assistant, chers membres du jury, les raisons qui corroborent les avantages de la littérature africaine échappent des fois aux esprits non avertis, surtout ceux qui ne lisent pas. Puisque quand nous parlons de la raison d'être de la littérature africaine, nous parlons de ces auteurs africanistes qui n'ont hésité nulle part de mettre l'accent ou de magnifier la littérature africaine ainsi que ses écrivains. D'ailleurs, Boubacar Temeli vous l'a démontré à travers les africanistes comme Jean-Paul Sartre, Richard White, Fidel Castro et Edouard Saïd. Quand nous parlons de la raison d'être de la littérature africaine, honorable membre du jury, nous parlons de ces auteurs, cette fois-ci africains, qui n'ont ménagé aucun effort pour mettre l'accent ou mettre en exergue les tares du continent et enfin les abus de la colonisation. Et Aminata Amadou Landone vous l'a démontré à travers les bouts de bois de Dieu de Samet Ousmane. Joseph Kizerbo à l'Afrique, Axel Kabou aussi l'Afrique refusait le développement et Ferdinand Oyolo une vie de boy. Honorable assistant, chers membres du jury, quand nous parlons de la raison d'être de la littérature africaine, nous parlons de nos chanteurs et cantatrices magnifiques avec leur voix d'or, comme Maïmouna Kamisoko de la Guinée-Conakry, qui nous chante la Guinée, Waton Fabara Guinée-Kadi, ou encore le groupe chanteur burkinabé, qui nous chante Burkina Faso ya, Noma Noma, Sayasika Faso Noma. Honorable Mamdjigi, loin de me donner un spectacle, mais ces deux chansons, outre leur côté divertissant, mettent l'accent, ou j'allais dire, informent le monde entier sur les réalités quotidiennes des deux pays. D'abord, le Burkina Faso, à travers la douceur, la paix et la solidarité qu'on retrouve là-bas, et la Guinée-Conakry à travers la richesse de son sous-sol. Chers co-débatteurs, arrêtez la subjectivité et voyez que la littérature a sa raison d'être. Je vous remercie. Je pense que déjà, chacun se fait juge, chacun déjà a son idée derrière la tête, chacun
dit quelle équipe va gagner, mais c'est le jury qui va le décider. Alors, je m'en vais parler du meilleur orateur. Par rapport au meilleur orateur, nous avons échangé, mais les membres du jury et moi, et je pense que ce point-là, nous n'avons pas mis beaucoup de temps pour le conclure. Le meilleur orateur de cet exercice est bien du Burkina Faso. On me demande c'est qui? Notre ami. Oui, Drago Josias. C'est vraiment unanimement. Nous n'avons pas mis assez de temps. Là, on a juste fait quelques secondes pour désigner le meilleur orateur. Là où le débat était assez compliqué et assez difficile à faire, c'était pour départager nos meilleures équipes. Nos équipes, je dis nos meilleures équipes parce que toutes les équipes sont meilleures aujourd'hui. Les débats étaient bien. Il y avait une équipe qui parlait du oui et l'autre qui parlait du non. Sachez bien que le choix de l'équipe ne sera pas en fonction de notre option pour le oui ou notre option pour le non. C'était sur la base des critères bien définis. Alors nous avions dans les critères de sélection des notations sur la forme. La forme, il s'agissait du non-respect de l'adversaire, qui était une situation grave. Parce que dans les débats, on le voit souvent, les gens, au lieu de parler du sujet, se contentent de dénigrer l'autre. Donc ça, c'était un peu grave. Et nous avons le non-respect du temps. Le temps, quand on dépasse le temps, il y avait des moyens à faire. Il y avait les fautes de langue, la fluidité, les erreurs d'orthographe et autres qui étaient notées. Il y avait aussi l'élégance dans le débat. Il y avait la rhétorique que le candidat faisait ressortir. On a au niveau du fond, il y avait la rigueur des arguments qui étaient notés, l'originalité de la recherche, la documentation et puis les thèmes de référence, si elles sont exactes ou pas. Nous avions aussi la maîtrise du thème, la cohérence du discours et l'expertise avérée. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons écouté tous des experts. Alors, par rapport à cela, nous avons beaucoup échangé et il est ressorti pour le deuxième une moyenne de 14,83 et le premier une moyenne de 15,19. Vous comprenez que c'était un peu difficile, assez serré, parce que tous ont dépassé la moyenne. Donc aujourd'hui, toutes les deux équipes ont gagné. Alors, par rapport à l'équipe qui a eu donc les 15,19, qui a donc légèrement dépassé l'adversaire, dirais-je le voisin, je vais laisser la charge à la dame, puisqu'il s'agit d'une manifestation qui est parrainée par les premières dames. Donc je vais laisser le choix à Madame Lompo de nous donner le nom de celui qui a légèrement dépassé. Permettez-moi de féliciter d'abord toutes les deux équipes. Félicitations à l'équipe du Mali et à l'équipe du Burkina. Bravo à vous. Et l'équipe gagne, c'est le Mali.